Bonjour à tous. Alors je sais que ça surprend, je me présente Olivier Dauvert, je vais vous accompagner pendant toute cette matinée consacrée à l'innovation, au Cial Innovation. Alors la première des innovations, vous l'avez vu, c'est qu'on n'arrive pas par devant mais par derrière. Ça surprend, mais c'est aussi une façon d'être innovant jusque dans la mise en scène. Je serai accompagné évidemment par Nicolas Trenso. Nicolas que j'appelle à me suivre. Nicolas, directeur général de Cial Group, directeur général évidemment de Cial Paris, du salon qui va nous occuper dans quelques semaines désormais. Alors, première question, Nicolas, qu'est-ce qu'on doit savoir de l'édition 2018 ? Allez, en 30 secondes, montre en main, qu'est-ce qui va marquer cette édition, dont je rappelle que le salon existe déjà depuis 54 ans, donc c'est quand même pas rien. Le millésime 2018, c'est quoi ? Eh bien, le virage, le changement, la transition, c'est sans doute le mot-clé de cette édition 2018. Alors, on a beaucoup parlé de transition énergétique, écologique, on parle de révolution virtuelle, on parle de transformation numérique. Eh bien, aujourd'hui, on entre de plein pied dans la transition alimentaire. Alors, on sait que le thème est à la mode, mais c'est vraiment un engagement collectif très important et qui va nous permettre de découvrir une nouvelle trilogie qui va être fondatrice pour l'alimentation, qui est le goût, le vrai, le sens, que nous allons découvrir aujourd'hui. On va beaucoup reparler de ces mots-là, retenez-les. Le vrai, le goût, le sens. Le goût, le vrai, le sens. Et donc, on verra que Cial va être évidemment une caisse de résonance par rapport à cette transition, une caisse de résonance pour aider les acteurs de la filière à décrypter ces changements et à mieux comprendre ce qui va finalement influencer l'assiette de demain aux quatre coins du monde. Alors, quelques chiffres, parce qu'on ne peut pas faire autrement sur le Cial version 2018. Alors, sans faire très long, le Cial, Cial Paris en particulier, c'est le plus grand labo agroalimentaire au monde. C'est un think tank, c'est aussi 200 000 acteurs de la filière qui vont se rencontrer à Paris pendant l'espace de 5 jours. Donc 200 000 acteurs sont les acheteurs, sont les visiteurs évidemment, et ce sont les producteurs qui viennent présenter leurs produits. C'est, en termes de taille, pour avoir une idée, c'est une centaine de supermarchés mis bout à bout. Une centaine de supermarchés, c'est 27 hectares. Et c'est quelque part 400 000 produits qui sont mis en rayon pour 5 jours. Donc évidemment, quelque chose d'assez gigantesque. Et ce sont partout des restaurants, des startups à foison. Et donc vous voyez énormément de contenu. Et du coup, une promesse sociale qui sera évidemment tenue, Inspire Food Business, donc de l'inspiration aux quatre coins du salon. Alors vous avez parlé de transition pour démarrer, en reconnaissant d'ailleurs que le mot était largement présent dans le débat public, y compris dans les slogans publicitaires de quelques acteurs de l'alimentaire. Pourquoi c'est important d'évoquer cette transition et comment ça peut déjà se matérialiser dans la filière alimentaire ? Alors cette transition, elle est fondamentale parce que d'abord, elle est portée par le consommateur. Donc le consommateur est au cœur du dispositif, il souhaite cette transition. Mais cette transition, elle est aussi largement reprise par l'ensemble des acteurs de la filière. C'est ça qui est assez important et elle s'inscrit dans la stratégie de l'ensemble des acteurs, producteurs, distributeurs, etc., ce qu'on va essayer de vous expliquer aujourd'hui. Donc qui de l'œuf, qui de la poule, peu importe. Ce qui est certain, c'est que cette transition, elle est nécessaire aujourd'hui. Elle est nécessaire pour faire face aux défis de l'alimentation d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Donc aujourd'hui, parce que finalement, si on ne se voile pas la face, la situation alimentaire, elle n'est pas forcément très facile, puisque si on regarde globalement sur 8 milliards d'habitants, il y en a quasiment 4 milliards qui souffrent de malnutrition. Donc le chiffre peut surprendre, mais il est vraiment vrai. Donc sur les 8 milliards, donc une personne sur deux est malnutrie. Alors la moitié, en gros, c'est les personnes qui mangent trop et qui du coup souffrent d'obésité ou de surpoids. Et donc du coup, ça crée aussi un problème de santé publique. Et l'autre moitié, c'est évidemment de la sous-nutrition. Donc on a 800 millions de personnes aujourd'hui qui sont encore en situation de famine. Donc vous voyez, c'est un enjeu, et c'est un enjeu qui va devenir d'autant plus important au regard de 2050 et des 10 milliards d'habitants, puisque concrètement, ça voudra dire 100 millions d'habitants en plus à nourrir par an. Donc c'est la France plus le Canada, chaque année, qui vont se rajouter et qu'il va falloir nourrir. Donc oui, la transition, elle est absolument indispensable. Et oui, la transition, elle va demander aussi une remise à plat des modèles agricoles, agroalimentaires, logistiques. Et donc oui, c'est un défi immense pour tout le monde, évidemment. Donc deux raisons fondamentales, l'accès à l'alimentation et deuxièmement, le traditionnel effet démographique. C'est vrai qu'on se répète, mais malgré tout, c'est quand même ce qui structure cette filière alimentaire au sens large. Ouais. En quoi le Cial peut s'inscrire, peut accompagner cette transition alimentaire que vous évoquez? Alors le Cial, c'est un incubateur mondial, on l'a largement dit. Le Cial a une vision globale, puisque le Cial est présent aux quatre coins du monde avec tous ses salons. On est évidemment à Paris, mais on est au Canada, en Chine, en Indonésie, en Inde, au Moyen-Orient. Et donc le Cial, c'est aussi la richesse de pouvoir rencontrer tous ces exposants, tous ces produits, les 400 000 produits qui sont mis en avant sur Cial Paris, par exemple. Et au-delà de ces produits, le Cial essaie de mettre en scène cette transition à travers des événements phares. Je voudrais juste en citer 4 aujourd'hui. Le Cial Innovation, la cuisine, l'Alternative Food Lab et le Futur Lab. Donc très rapidement, le Cial Innovation, c'est notre bébé depuis toujours.
Hein, c'est vraiment le baromètre de l'innovation. C'est cette année plus de 2500 produits qui sont étudiés et décryptés pour vraiment en identifier le côté absolument innovant et donc incarnant la transition. On a la cuisine pour mettre en scène les produits, les sortir des packaging et vraiment les goûter, les sentir, etc. Nouvelle animation, on a Alternative Food. Alternative Food va vraiment mettre le focus sur justement ces produits qui incarnent le plus cette trilogie de goût, de vrai, de sens. Et donc, on va être là sur le grand rendez-vous du végétal, du bio, de l'organique, du bien-être animal, etc., etc. Et on aura dans cet espace Alternative Food un espace de conférence non-stop pendant 5 jours. Et enfin, pour finir, on a le Future Lab. Future Lab, c'est plutôt un tunnel immersif pour se projeter dans les 20-30 prochaines années. Et là, on est sur différents univers de prospective. On est sur les signaux faibles qui sont déjà présents et qui vont influencer l'acte d'achat demain. On est sur la partie plus start-up, puisqu'on verra, les start-up sont absolument essentielles dans l'écosystème pour réinventer ces nouveaux modèles. Et enfin, on sera sur un focus sur l'intelligence artificielle pour voir dans quelle mesure elle pourra, elle aussi, influencer quelque part à la fois la consommation et évidemment la production. Qu'est-ce que c'est qu'un tunnel immersif? Parce que j'avoue que j'ai du mal à le visualiser. Rendez-vous sur le salon, c'est un peu une boîte noire. Et c'est un peu, voilà. Bon, 3 mots, plus sérieusement, que vous avez évoqués déjà, le vrai, le goût, le sens. Alors évidemment, quand on parle d'alimentation, ça ne surprendra personne que ces mots soient sur la table. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment y sont-ils arrivés? Ils ne viennent pas de nulle part, forcément. Non, bien sûr. Et c'est vraiment, enfin, il caractérise l'édition 2018. C'est-à-dire, ce n'est pas les 3 mots qu'on a utilisés en 2016. C'est vraiment que ça correspond à une évolution. Aujourd'hui, c'est une incarnation du bien manger, dont on parle beaucoup. Donc, c'est bon pour moi, pour mon corps, pour faire plaisir. Enfin, bon pour moi, pour me faire plaisir et faire plaisir au mien. Mais aussi, c'est bon pour mon corps, pour ma santé, parce que je fais le lien de plus en plus entre alimentation et santé. Et c'est évidemment aussi bon pour mon environnement et ma société, puisque le consommateur est de plus en plus exigeant dans ce domaine. Donc cette trilogie, elle s'est construite dans notre rapport, dans nos échanges avec nos 15 000 industriels avec qui on travaille, mais elle s'est aussi construite à travers une étude assez costaud qu'on a mis en place au niveau mondial pour vraiment mesurer, comprendre à la fois l'offre d'un côté et la demande de l'autre. Et du coup, on est sur 3 volets d'études importants. Un volet d'études qui est concentré sur les attentes consommateurs. Donc ça, c'est le volet Kantar TNS et l'étude Food 360 qu'on reconduit tous les 2 ans dans une dizaine de pays. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième, c'est le baromètre produit, donc le baromètre de l'innovation produit que l'on suit depuis plus de 20 ans avec XTC. Et enfin, nouveau volet dans notre étude, c'est le baromètre restauration mondiale, pour comprendre ce qui se passe en restauration, sachant très bien que la restauration est souvent l'antichambre de ce qui va se passer chez le consommateur et donc en GMS. Et ce qui est fascinant, c'est du coup, le fait de faire conjointement ces 3 études et de pouvoir les analyser et puis évidemment partager les enseignements. Et qui dessinent donc, on l'aura compris, ces fameux 3 mots, le vrai, le goût, le sens. Alors on rentre dans chacune de ces 3 études en une douzaine de minutes. L'intégralité des résultats d'ailleurs sera dans le dossier de presse sur la clé USB, donc vous aurez bien plus que les quelques chiffres qui seront sur l'écran. On commence de manière assez logique par le comportement du consommateur, parce que c'est quand même lui qui guide et qui influe les stratégies des industriels derrière. Pascal Grosle-Girard, donc Kantar TNS, qui a reconduit cette année encore cette étude qui s'appelle Food 360. En gros, comment se comportent les consommateurs en France, bien sûr, mais aussi et surtout partout dans le monde. En 12 minutes chrono, qu'est-ce qu'on doit savoir de la version 2018? Pascal. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir de cette version? D'abord, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est en face d'une véritable lame de fond qui est portée par les exigences des consommateurs en termes de goût, de vrai et de sens. Et que cette lame de fond, en fait, ce qu'elle exprime, ce qu'elle révèle, c'est véritablement la prise de pouvoir des consommateurs sur leur alimentation. Cette étude que nous avons réalisée, nous l'avons conduite dans 10 pays, donc 4 pays européens, la France, l'Espagne, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Également en Russie, aux États-Unis, dans des pays d'Asie, la Chine et certains pays de l'Asie du Sud-Est, et également des pays du Moyen-Orient. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire en termes de goût? Le goût, ça a toujours été quelque chose de très important pour les consommateurs. C'est un de leurs critères de choix essentiels. Un des critères de choix et de réachat. Si vous n'aimez pas le goût d'un produit, vous ne le reconsommez pas. Si vous n'aimez pas le goût parce qu'il n'est pas en adéquation par rapport à ce que vous espérez, eh bien, vous ne réachetez pas ce produit. Et les marques ne s'y sont pas trompées, puisque aujourd'hui, j'ai fait une petite recherche sur Internet hier, eh bien, nous avons plus de 50 slogans de marques alimentaires qui sont fondés sur cette notion de goût.
Mais aujourd'hui, les goûts des consommateurs, eh bien, ce sont des goûts qui ont évolué, ce sont des goûts qui sont beaucoup plus élaborés, cette recherche de goûts plus élaborés, beaucoup plus qualitatifs. Et donc, on se rend compte dans notre étude que près de 7 consommateurs sur 10 sont en attente de produits de plus grande qualité, veulent des produits de plus grande qualité. Ce score de 66% s'élève à 1 sur 2 en Angleterre, mais à plus de 3 sur 4 en Espagne, et dans les pays d'Asie et au Moyen-Orient. Parallèlement, on se rend compte que 6 consommateurs sur 10 apprécient de découvrir de nouveaux produits alimentaires. C'est un score qui est à peu près homogène entre les différents pays et c'est un score qui progresse, qui a progressé depuis 2012 de 3 points. Cet appétit pour des nouveaux produits alimentaires, eh bien, c'est aussi des opportunités incroyables pour les entreprises agroalimentaires sur des nouveaux goûts, des nouvelles textures, des nouvelles sensations, des nouvelles associations de goûts. Pour autant, il faut toujours que ça s'inscrive dans une dimension de plaisir. Parce qu'aujourd'hui, alimentation et plaisir riment de plus en plus. Pour preuve, ces résultats... Oula, je vais un peu trop vite. Un peu vite. Oui, restons un instant sur le plaisir. Ces résultats sont ceux des pays européens. Vous voyez que dans tous ces pays, l'association alimentation et plaisir a progressé depuis 2012. Elle a progressé pour obtenir des scores qui sont très élevés en Allemagne. Plus de 7 Allemands sur 10 associent alimentation et plaisir, avec une croissance de 10 points. C'est également le cas en France, où on a 6 consommateurs sur 10 avec une progression de 4 points. En Espagne, avec 6 sur 10 et une très grosse progression de 16 points depuis 2012. Et enfin, c'est également le cas en Angleterre. Même si le score est un peu inférieur à ceux des autres pays, ce qui ne vous étonnera pas, on arrive quand même à avoir 53% des consommateurs et une progression de 7 points. Donc, qu'est-ce que ça révèle, cette association autour du plaisir? Eh bien, c'est que le goût contribue largement à créer du plaisir quand on consomme un nouveau produit. C'est pour ça que les consommateurs attendent des produits de grande qualité, mais également des produits qui soient goûteux, savoureux. Mais ça ne suffit pas. Pour que le consommateur ait vraiment plaisir, il faut aussi qu'il soit sûr de son choix et à la notion de bien manger et aussi fortement associée la notion de manger sainement et de manger équilibré, voire varié dans certains pays, et c'est particulièrement le cas de la France. Alors, on va passer maintenant au vrai. Donc, qu'est-ce que c'est que le vrai pour le consommateur ? Le consommateur, il est aujourd'hui plus averti, il est aujourd'hui plus conscient de l'impact de l'alimentation sur sa santé. Il est également beaucoup plus abreuvé d'informations sur la composition des produits, sur les process de fabrication. Et bien tout ça crée des attentes plus importantes en termes d'une alimentation qui soit plus naturelle, plus sûre, plus authentique, plus ancrée sur une forme de garantie que ce qu'on mange est bon pour soi. Donc cette attente de vrai, elle se décline autour de 2 pans. Le premier pan, c'est rechercher des éléments de transparence, ce besoin de transparence que les consommateurs expriment, et c'est également rechercher des garanties à travers le choix des produits. On va voir tout cela décliné par zone géographique. En Europe, tout d'abord, cette notion de transparence, eh bien, elle est exprimée par 9 consommateurs sur 10 qui l'expriment à travers la composition et la liste des ingrédients et l'origine des ingrédients. C'est plus de 50%, voire à 60% selon les pays, d'individus qui cherchent et qui recherchent, qui demandent plus de transparence sur la composition, l'origine des ingrédients. En France et en Allemagne, on va également demander plus de transparence sur les conditions de production agricole et d'élevage. C'est vrai pour 4 consommateurs sur 10, tandis qu'en Russie, eh bien, c'est 6 consommateurs sur 10 qui demandent plus de preuves de sécurité alimentaire et de conditions de stockage, donc plus de transparence.
La réassurance, comme je l'ai dit, c'est en fait choisir des produits qui vous apportent cette garantie. C'est-à-dire que les produits eux-mêmes sont porteurs de ce vrai que les consommateurs attendent. C'est particulièrement vrai sur la naturalité, les produits naturels, qui sont, vous le voyez, en Europe, toujours plébiscités, 54% à 74% selon les pays, plébiscitent des produits naturels, c'est-à-dire des produits 100% naturels ou sans ingrédients suspects, mais ça peut être aussi à travers la composition, moins d'ingrédients, plus de simplicité dans la composition et également à travers le process de fabrication. Et c'est également le cas des produits bio que l'on consomme de plus en plus, que l'on recherche de plus en plus. Et vous le voyez, c'est des scores qui varient de 48% à 79% selon les pays. Et les scores les plus élevés concernent la Russie, pour lesquels on a une vraie demande de produits bio. Et j'ai mis hors le UK, puisque aujourd'hui la demande est un peu plus stagnante dans ce pays. Les consommateurs qui sont en Asie, eh bien, ils sont encore plus nombreux à demander des preuves de transparence. C'est un score qui frôle les 100%, on est à 99%. Vous le voyez, avec beaucoup de thématiques sur lesquelles on recherche de la transparence, l'origine, les lieux de production, les conditions de stockage. En Chine, on sera également plus interpellé par la sécurité alimentaire et les process de fabrication. Et puis, en Malaisie et en Indonésie, eh bien, ce sera davantage la composition, la liste des ingrédients et également les conditions de production agricole et d'élevage. En termes de réassurance, dans ces pays, eh bien, on va aller s'intéresser davantage, rechercher davantage des produits naturels avec des scores qui sont au-delà des 70%, du bio avec des scores qui sont les plus élevés de tous les pays qu'on a mesurés dans notre étude. Et également, on va aller chercher des produits qui ont des labels de qualité parce que le label, c'est une garantie pour ces consommateurs. On va passer maintenant aux États-Unis. Alors les États-Unis, de façon générale, on se pose un petit peu moins de questions. Néanmoins, le score de transparence, c'est quand même 8 consommateurs sur 10 qui recherchent plus de preuves de transparence, notamment sur la composition, la liste des ingrédients et la sécurité alimentaire. Mais par contre, ils sont moins sensibles à tout ce qui touche à l'origine des produits. Et en termes de réassurance, eh bien, on voit que la demande est croissante pour des produits naturels, plus d'ailleurs que pour le bio, qui aujourd'hui est moins en adéquation par rapport aux attentes des consommateurs. Et enfin, on va passer maintenant au Moyen-Orient. Eh bien, dans ce pays, là encore, on est à 9 consommateurs sur 10 qui attendent des preuves de transparence. Beaucoup de thèmes, la composition, les listes des ingrédients, l'impact des ingrédients sur la santé, le process de fabrication, l'origine, la sécurité alimentaire. Et en termes de réassurance, eh bien, on retrouve la trilogie, une autre trilogie, naturalité, bio, et puis label de qualité, qui sont pour les habitants de ces pays des preuves de garantie. Et donc, ces habitants sont plus enclins à les rechercher. Passons maintenant au sens. Alors, la quête de sens. La quête de sens, c'est quelque chose de très important et de fondamental dans notre étude. Et en fait, on se rend compte que c'est bien sur ce concept d'alimentation choisie que cette quête de sens s'exprime. Ça prend tout son sens, si je peux dire. La quête de sens, c'est quelque chose qui est du quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, dans un monde de digitalisation et de mondialisation pour lequel le consommateur a le sentiment que des choses lui échappent, eh bien, remettre certains produits dans son assiette, fréquenter certains circuits de distribution, choisir certains produits, c'est une manière d'exprimer ses valeurs, d'exprimer son individualité et une manière finalement de reprendre ce pouvoir, de choisir réellement son alimentation. La quête de sens, elle se traduit à travers 3 comportements différents: faire ses courses différemment, changer ses habitudes alimentaires, se sentir acteur de la planète food. Donc, qu'est-ce que ça veut dire faire ses courses différemment? Eh bien, c'est une fréquentation qui augmente
en termes de circuits courts, en particulier sur tout ce qui est achat direct auprès des producteurs, des éleveurs, que ce soit à travers des magasins fermiers, des coopératives d'agriculteurs. C'est particulièrement vrai en France, en Angleterre et également en Russie, où on a des taux de progression depuis plusieurs années. Changer ses habitudes alimentaires, c'est tout simplement choisir que l'on va consommer plus certains produits que d'autres. Eh bien, vous le savez, c'est la volonté de consommer plus de poissons, plus de fruits et légumes, et à l'inverse, de baisser ou de réduire, voire de ne plus consommer de viande, et aussi de privilégier les produits à base de végétaux ou les produits à base de protéines végétales. On voit également que les consommateurs recherchent de plus en plus des produits alimentaires dont les packs sont éco-responsables ou biodégradables. On a près de 7 consommateurs sur 10 qui aujourd'hui nous disent que c'est important pour eux de choisir des produits alimentaires dont les emballages sont biodégradables, 7% dans le monde entier, 7 sur 10 dans le monde entier. Et puis également cette notion de bien-être animal. On a 8 consommateurs sur 10 dans le monde entier qui recherchent des produits pour lesquels le respect du bien-être animal est davantage affirmé. Et enfin, se sentir acteur de la planète food, eh bien, c'est choisir des produits qui sont issus de sa région, des produits locaux. Ça reste une demande très importante des consommateurs pour presque 8 consommateurs sur 10. C'est également se sentir acteur de la lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est important pour presque 9 consommateurs sur 10 dans le monde entier. C'est également être soucieux des agriculteurs. Alors ça, ce n'est pas un vain mot, c'est quelque chose de nouveau également qu'on a mesuré dans notre étude. Ce souci des agriculteurs, c'est la prise de conscience que les agriculteurs ou les éleveurs ne sont peut-être pas suffisamment bien rémunérés pour le travail. Et c'est une conviction partagée par un consommateur sur 2 dans le monde, mais 73% des Français, donc 7 Français sur 10. Et enfin, c'est également avoir cette attente de fort engagement de tous les acteurs pour aller vers une alimentation plus saine, plus saine et qui permet de vivre mieux. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que les chiffres peuvent différer, mais il y a quand même des tendances communes qui se dessinent. Et quand on évoque le goût, le vrai, le sens, reconnaissez quand même que ça se retrouve très facilement dans les quelques chiffres qu'on a vus. Moi, j'ai retenu juste un chiffre pour donner du corps à ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire on parle d'innovation. Il y a quand même plus de consommateurs aujourd'hui au niveau mondial qui se disent intéressés par les nouveaux produits. Ça ne veut pas dire qu'ils les achètent tous, mais en tous les cas, c'est plutôt en croissance. On est à plus de 6 sur 10 et c'est plus qu'il y a 4 ans en 2012 pour faire une comparaison dans le temps long. À chacun des intervenants, vous allez le voir, on a aussi demandé, après cette approche macro au niveau planète, un petit focus sur la France, alors extrêmement court. Ce même diagnostic sur le comportement à l'échelle France, ça donne quoi? On a quelques infos, quelques chiffres sur le sujet. Ce qu'on peut dire pour résumer, c'est qu'en France, les exigences sont amplifiées. Voilà ce qu'on peut dire en 2 mots. Exigences amplifiées à travers 3 thématiques. Le plaisir, vous le savez, le plaisir, c'est la gastronomie, le plaisir du partage, le plaisir de la convivialité. Eh bien, cette association plaisir est plus forte en France que sur la moyenne de tous nos pays. L'exigence de transparence, le français est critique, le français est réactif, le français est sensible à tous les propos que l'on porte sur l'alimentation. Et dès qu'il y a une information qui révèle un scandale, qui révèle un process qui n'est peut-être pas tout à fait optimisé, eh bien ce besoin de transparence, il émane de tout cela et il porte particulièrement en France, plus que dans d'autres pays, sur l'origine des ingrédients et sur les conditions de production et d'élevage agricole. Et également, le 3e aspect, c'est une alimentation responsable. Les Français, aujourd'hui, sur cette quête de sens, eh bien, on a véritablement le sentiment qu'ils sont en mouvement, qu'ils ont les clés dans leurs mains et ils sont beaucoup plus sensibles que dans d'autres pays au bien-être animal. Ils sont également plus sensibles que d'autres aux emballages, aux éco-responsables. Également, ils ont ce souci, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, de la bonne rémunération des agriculteurs. Et surtout, 75% d'entre eux se disent prêts à payer quelques centimes de plus pour que cette rémunération soit juste auprès des agriculteurs, si tant est qu'ils aient bien la garantie que ça passe dans la poche des agriculteurs.
Donc pour conclure, ce que je voulais juste dire, c'est qu'on est véritablement, comme je vous disais tout à l'heure, en face d'une véritable lame de fond, c'est-à-dire cette prise de pouvoir des consommateurs sur leur alimentation à travers le goût, le sens et le vrai. Donc les Français sont comme les autres, mais encore plus. Voilà, on va le résumer comme ça, Amplifié. puisque les chiffres sont quand même très frappants. Il y a à chaque fois un écart significatif entre la moyenne mondiale et les Français. Tout à fait. Merci Pascal. Deuxième contribution à cette étude globale. Pardon, allez-y. Lâchez-vous, elle appréciera d'autant plus. Deuxième contribution à cette approche globale du CIAL sur le comportement du consommateur d'un côté, l'innovation et la restauration, c'est l'innovation. Et là, c'est le traditionnel panorama des stratégies des industriels. Et en gros, on va se poser la même question. Comment, dans les stratégies des industriels, on retrouve aussi ces trois mots, le goût, le vrai, le sens. Et a priori, on les trouve pas mal, Xavier Terlet, XTC, qui veille jour et nuit sur les nouveaux produits au niveau mondial. Alors du goût, du vrai, du sens, c'est vrai, on le trouve sur l'offre présentée par les exposants. Alors je rappelle qu'on a observé, on a décodé plus de 2500 nouveaux produits qui seront présentés au CIAL par les exposants. On les a analysés cet été. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est comment, derrière ces trois mots, du goût, du vrai, du sens, qu'est-ce qu'il y a derrière en matière de tendance, en matière d'offres produits. Alors, avec des images, parce que pour les produits, c'est mieux quand même. Alors du goût, oui. Du goût, mais pas n'importe quel goût. On est aujourd'hui sur un goût fort, un goût puissant. Je dirais même parfois un goût segmentant. On aime ou on n'aime pas. Et ce qui est important aussi, c'est que ce goût, il doit être apporté pour le consommateur naturellement. C'est-à-dire que ça doit être un ingrédient naturel ou un process naturel qui peut l'apporter, hein, et même des nouveaux exotismes qui évoquent cette naturalité et cette puissance. Alors, par l'ingrédient, par exemple, on va citer quelques-uns, le gingembre, le safran, beaucoup de gingembre, beaucoup de safran. Alors c'est des choses que l'on connaît, mais aujourd'hui qui intègrent des produits, même des produits du quotidien. Par exemple ici des pâtes au gingembre et au curcuma, ou alors une crème de safran, une crème à tartiner pour faire des tartines, pour faire des sandwichs, pour faire ce que l'on veut. C'est également des piments, beaucoup de piments différents. La truffe, alors on connaissait la truffe, on l'a déjà vu il y a les éditions précédentes, mais là aujourd'hui elle intègre véritablement de nombreux produits du quotidien, justement pour à la fois magnifier ces produits du quotidien et leur apporter un goût véritablement très fort. Alors ça peut être par l'ingrédient, c'est aussi par le process. Différents process de fabrication qui évoquent là aussi la naturalité. L'infusion, par exemple. La restauration, on utilise beaucoup l'infusion pour donner un goût naturellement à un produit. On infuse beaucoup en restauration. Aujourd'hui, des produits alimentaires sont naturellement infusés. On connaît, par exemple, des yaourts infusés à la fraise, par exemple, à la gariguette, des choses avec pour donner une dimension naturelle. Il y a quelques années, on a eu d'ailleurs sur le CIAL un yaourt à la fraise avec un co-branding avec Haribo à la fraise Tagada. Là, on n'est plus du tout là-dedans, évidemment. On est véritablement dans une approche naturelle du goût fort et puissant. C'est évidemment la maturation, la viande maturée, par exemple, qui naturellement donne un goût plus prononcé à la viande, là, véritablement, comme l'affinage, des graines toastées également, pardon. Pour ceux qui ne liraient pas, parce que c'est écrit petit, c'est de l'huile de pépins de raisin. Voilà, l'huile de pépins de raisin par Darégal. C'est le produit qui est le support de cette infusion. Absolument. Donc Darégal, c'est un produit français, une gamme d'huile infusée. On a ail espagnol, thym, citron, menthe, romarin, etc. Une multitude de goûts. Pas besoin du catalogue non plus, Xavier. Et ici, un burger de viande maturée. Alors des produits fumés également, des produits toastés, des graines toastées on dégage l'arôme puissant des graines qui sont associées à différents produits. Et bien sûr également, on y reviendra tout à l'heure, la fermentation au process naturel qui apporte un goût et également des bénéfices santé dont on parlera tout à l'heure. Alors, autre point également, c'est des goûts qui viennent d'ailleurs, des goûts puissants encore une fois, des goûts naturels, avec des origines comme par exemple la Corée, l'inspiration coréenne ou l'inspiration africaine. Ici, une confiture de kimchi, spécialité coréenne, donc un produit typiquement coréen, mais qui est destiné au marché européen. L'inspiration africaine, ici une liqueur avec des herbes et des différents produits d'origine africaine. L'influence du Pérou également, l'influence des pourtours méditerranéens. On parle du Liban, on parle d'Israël, on parle de différents pays autour des nouvelles destinations gastronomiques, si j'ose dire, qui viennent du pourtour méditerranéen. Également Hawaï, avec notamment le phénomène Pokéball qu'on connaît, qui est un petit peu anecdotique, mais qui est réel, avec plusieurs innovations de ce type présentées sur le salon. Alors,
On a parlé de goût, on a parlé de goût puissant, naturel. Justement, l'alimentation vraie, qu'est-ce qu'il y a derrière? Elle doit être vraie, c'est-à-dire qu'elle doit être, pour le consommateur, naturelle et contrôlée et contrôlable, si j'ose dire également. Et puis, elle doit être naturelle et fonctionnelle. Naturelle et contrôlée, c'est en gros, je mange, mais attention, je dois faire attention, je ne veux pas tomber malade. Naturelle et fonctionnelle, c'est je mange, et puis si ça peut m'apporter un peu de bien, eh bien tant mieux si ça peut être fonctionnel. Donc l'alimentation naturelle et contrôlée, le premier, évidemment, point, c'est le bio. Le bio, alors c'est pas une tendance, le bio, les produits bio sont très, très, très nombreux sur ce salon. Mais ce nouveau phénomène, c'est le bio, ce que j'appelle moi bio de masse, le bio pour tous. Hein. J'ai pris comme exemple l'iconique pâté Enaf qui a aujourd'hui sa version bio. Tout le monde, aujourd'hui, toutes les grandes marques viennent sur le bio. Danone, cette année, avec la marque Danone, est venue en ultra frais, par exemple, sur le bio. C'est complètement nouveau. Les MDD sont présentes depuis très longtemps. On a véritablement... Je rappelle, ne serait-ce que sur le marché français, 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, avec plus 17% en une année, donc c'est considérable. Ça pose un certain nombre de... Donc c'est bio discount aussi, du bio en marque de distributeur. C'est aussi des exigences de volume, ce qui pose un certain nombre de problèmes à ces grandes marques, justement. Je rappelle que Mousseline, par exemple, a lancé la purée mousseline avec des pommes de terre d'origine française l'année dernière, a lancé cette année, évidemment, sa référence bio, mais a du mal à faire pour sa référence bio d'origine française. Elle va chercher ses pommes de terre en Allemagne, parce que le volume n'est pas suffisant. Hein. Donc il y a ces problématiques-là. Ça laisse un boulevard pour des plus petites entreprises, des PME, des TPE, qui arrivent et qui vont au-delà du bio, comme ici le picoreur, qui est un industriel français qui nous propose du poulet bio, évidemment, mais avec d'autres valeurs, notamment de bien-être animal, notamment de proximité, avec un certain nombre de valeurs que ne peuvent pas peut-être avoir les industriels, les grands groupes, sur le bio. Dans la proximité de l'éco-conception, ici ce produit, par exemple, avec ce nouvel emballage, un emballage avec 70% de matière en moins. Hein, donc, en plus d'être bio, il est écologique. En plus d'être bio, il respecte le bien-être animal, etc. Donc, et puis également des notions de prix juste qui sont importantes. Donc, au-delà du bio, plutôt pour les plus petites entreprises. Le naturel et contrôlé, c'est aussi plus contrôlé quand je le fais moi-même, quand je le prépare moi-même. Je ne vais pas rappeler de mauvais souvenirs, mais si je fais mes lasagnes moi-même, je connais la nature de la viande que je vais mettre dedans. Donc cette idée de préparation soi-même apporte une idée de contrôle et de sécurité alimentaire. Alors, beaucoup de kits sur ce salon, beaucoup de produits à faire soi-même, parfois anecdotiques. Rappelez-vous, on avait mis en valeur il y a 4 ans de ça des champignons qu'on pouvait faire pousser soi-même. Alors c'était peut-être à l'époque un peu regardé avec un regard peut-être moqueur, en disant c'est peut-être anecdotique, c'est peut-être un gadget. Non, aujourd'hui c'était initiateur de quelque chose de vrai, c'est-à-dire la volonté de produire soi-même, ça va jusqu'à produire soi-même les produits, comme ici, c'est d'ailleurs la même start-up, qui n'est plus une start-up maintenant, qui propose ce potager domestique, si j'ose dire, potager à la maison, où on peut faire pousser ses tomates, ses aromates, ses légumes, etc. à la maison. Alors c'est des choses que l'on connaît, notamment au Cial, puisque cette tendance d'autoproduction est très présente en Asie du Sud-Est, par exemple. À Jakarta, quand on va aussi à Jakarta, depuis plusieurs années, ce type de produit est proposé aux consommateurs. Alors c'est vrai que les études montrent que l'autoproduction est plutôt forte dans ces régions du monde. Hein. À Jakarta, 21 millions d'habitants, le bout de jardin est assez loin. Ce type de produit fait partie aujourd'hui du quotidien. C'est en train d'arriver chez nous. L'autopréparation, l'autoproduction, et donc on est dans l'alimentation vraie et naturelle et contrôlée. Maintenant, on va passer au naturel et fonctionnel. Ça doit me faire du bien également. Donc évidemment, c'est le végétal. Le végétal aujourd'hui est partout au Cial. Bon, ce n'est pas une tendance vraiment nouvelle, mais elle est de plus en plus forte en tout cas. Mais c'est un végétal plaisir. On a eu ces 10 dernières années, un boom du végétal qui était associé à la santé, le végétal pour se soigner. Aujourd'hui, c'est un végétal pour se faire plaisir. Aujourd'hui, voilà un exemple, Andros, cette année, qui a lancé gourmand et végétal. Il ne parle pas de santé, il parle de gourmandise, il parle de plaisir. Hein. Tout comme à côté More Than Rice, qu'est-ce que c'est? C'est un Italien qui nous propose du riz. Ça ressemble à du riz, mais ce n'est pas du riz, c'est des légumineuses. Hein. On a également
par exemple des industriels en France qui ont lancé des pâtes à base de légumineuses, hein, donc sans blé dur, uniquement des légumineuses. Les légumineuses aujourd'hui entrent par la grande porte au niveau de l'alimentation. Les légumineuses, c'est donc les pois chiches, les lentilles, etc., qui permettent de faire des réalisations gastronomiques assez gourmandes, et donc on les retrouve de manière très très nombreuse au Cial. Ça, c'est pour les consommateurs dont on nous a parlé tout à l'heure qui sont attirés vers le végétal. Je ne parle pas des véganes, qui restent minoritaires, je ne parle pas des végétariens, mais des flexitariens, un mot un peu compliqué qui a été inventé pour décrire ce consommateur qui se fait plaisir avec l'alimentation et se fait plaisir avec le végétal, qui favorise le végétal, qui mange peut-être un peu moins de viande, un peu moins de poisson, de meilleure qualité quand il le fait, ou de plus haut de gamme quand il le fait, mais qui se tourne vers les végétaux. Naturel et fonctionnel, c'est évidemment les superfoods, les superfruits, les super-aliments, les super-fruits, les super que l'on connaît, ils sont nombreux, et on en découvre de plus en plus toujours, des super-légumes, des super-graines, même aujourd'hui des super-feuilles. On va parler par exemple de la moringa. La moringa est qu'on appelle l'arbre aux 1000 bienfaits. Hein. C'est un arbuste qui pousse en Afrique subsaharienne. D'ailleurs, il y a des programmes pour faire travailler les femmes pour aller cueillir les feuilles de moringa, qui est utilisé en cosmétique. De plus en plus, on commence à le voir en alimentaire. Certains produits présentés sur le salon présentent justement des ingrédients type moringa. Ici, une confiture française, citron et moringa. Donc avec énormément de valeurs nutritionnelles, peut-être l'élément nutritionnel le plus fonctionnel qui soit. D'autres super aliments comme le maca, la betterave, le curcuma, la graine de chia, la noix de cajou, le baobab, le chouquel, le teff, ce blé ancien, les brocolis, etc. Je ne vais pas tous les citer, il y en a de très nombreux, véritablement, avec toujours un peu plus de puissance fonctionnelle, si j'ose dire, comme le moringa. C'est également les microalgues. Les microalgues que l'on connaît, on a vu un certain nombre de choses arriver les éditions précédentes. Là, la spiruline est la microalgue la plus utilisée en alimentaire. Très nombreux, même on le voit ici avec un industriel français, Biscuiterie de l'Abbaye, qui nous propose ici des cookies à la spiruline. C'est également la chlorelle, hein, qui est une microalgue largement utilisée, comme la Dunaliella, également dans une moindre mesure. Donc les microalgues. Et alors, nouveau phénomène. Rapidement, Xavier, parce qu'il faut qu'on fasse le troisième thème. Hein. Absolument, nouveau phénomène. J'ai déjà mes 12 minutes, 13 minutes. Oui. Et le gut food, le phénomène de la fermentation, la microbiote, la fonctionnalité sur l'estomac. Tout le monde a en tête le succès littéraire du charme discret de l'intestin. C'est un succès mondial, ce livre. Aujourd'hui, on s'intéresse à son estomac. Donc, on recherche des produits qui ont une fonctionnalité sur l'estomac. Donc, ce sont des produits fermentés, la fermentation, la microbiote, le bioactif, les ferments, les bactéries, etc. Ici, My Gutness, hein, donc comme son nom l'indique, une boisson qui améliore la fonction microbiote, ou alors les kéfirs. Le kéfir, on connaît le kéfir laitier. Ici, le premier kéfir de fruits. Hein, c'est donc de l'eau fermentée avec des ferments dans lesquels on a ajouté des ferments avec des fruits. C'est le premier du genre qui est présenté sur ce salon. Alors, je passerai très vite sur l'explosion du snacking sain. Je veux dire simplement qu'au Cial, tout produit snacking est sain, quasiment. Hein. Il y a énormément de produits qui jouent sur le nomadisme, sur le snacking, et ils apportent tous une fonction de naturalité, de bénéfice santé, de végétal, etc. Le snacking aujourd'hui est forcément sain. Le sens. Oui, le sens, ça veut dire beaucoup de choses pour le consommateur. Segmenté en 3 catégories de produits. Les produits sans ingrédients indésirables, les produits éco-conçus et enfin les produits de citoyenneté. Alors, sans ingrédients indésirables, oui, il y a beaucoup d'ingrédients indésirables. Hein. Il y en a un par jour, on en découvre de nouveaux tout le temps. Hein. Les antibiotiques, les pesticides, les bisphénol A, les sels nitrités, etc. Parlons des nanoparticules. Et la presse se fait l'écho, et à juste titre, de nouveaux ingrédients qui pourraient être dangereux, ou qui pourraient être en tout cas indésirables pour le consommateur. Les industriels répondent tous par rapport à ça et essayent d'éviter ces ingrédients que le consommateur refuse aujourd'hui. Emballage éco-conçu, beaucoup d'industriels, de plus en plus en tout cas,
vont dans cette direction avec des promesses qui sont autour des ressources préservées, des emballages réduits. Je vous montrais un exemple tout à l'heure, moins 70% de matière de carton, moins de plastique, oui. Un gros sujet sur le plastique aujourd'hui, des choix, beaucoup d'emballages verts par exemple, qui auraient pu être plastiques auparavant, et également des produits qui sont recyclables et qui sont également compostables. Comme ici, cette gamme de légumes italiennes avec un emballage à moins 70% de matière, c'est du papier, c'est une gamme de produits surgelés. La citoyenneté également. Alors on a parlé du bien-être animal, c'est vrai, c'est une valeur mondiale. Plus en matière d'offres, on la retrouve plus dans les pays anglo-saxons et en Europe. Et également, et alors là c'est un petit peu plus français, le prix juste, c'est-à-dire s'assurer que l'éleveur, que le producteur a été justement rémunéré pour sa production. Avec ce produit, évidemment, c'est qui le patron que vous connaissez. Et ici, des filets de lapin, c'est en France, la société Leul et Piriot, leader du lapin en France, qui effectivement a développé une filière éco-responsable et de bien-être animal pour les lapins. Et c'est également une notion d'anti-gaspi, de proximité, etc. Et on reste en France justement pour voir si ces tendances qui étaient mondiales se retrouvent et avec quel éventuellement prisme particulier sur le marché français. Je dirais sur le marché français, comme l'a dit Pascal, aujourd'hui on a poussé, effectivement en matière d'offres, on pousse le curseur un petit peu plus loin. Alors c'est intéressant, en matière de plaisir, je dirais, on est sans doute plus créatif. On a de l'audace gastronomique, c'est peut-être l'influence de nos grands chefs. En tout cas, on n'hésite pas à revisiter des recettes, à apporter des ingrédients nouveaux, à changer les choses. C'est vraiment, il y a cette puissance créative qu'on trouve en France, qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Les produits sans et puis les produits qu'on appelait au-delà du bio, Pascal le disait tout à l'heure, le français est un des consommateurs peut-être le plus conscient du risque alimentaire. Donc naturellement, il a une offre aujourd'hui de produits sans, de produits qui vont un peu loin, plus loin en tout cas en promesses sécuritaires pour lui, plus qu'en tout cas ailleurs. Et puis, particularité française, le juste prix, c'est quelque chose qu'on retrouve en France, qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Et puis effectivement, même si l'offre encore aujourd'hui est encore timide, en tout cas pas suffisante, c'est l'anti-gaspi. L'anti-gaspi au niveau de la production, c'est-à-dire qu'on jette beaucoup au niveau de la production. On a connu les produits moches, etc., où on récupérait des produits qui étaient jetés. Mais maintenant, c'est surtout des produits qui permettent au consommateur chez lui de moins gaspiller. Quand il rentre faire ses courses et qu'il jette de l'emballage, par exemple, il sait qu'il vient de le payer. Et puis surtout, quand il jette un produit, c'est peut-être le moins cher, mais s'il en jette la moitié, il a été 2 fois trop cher. Et il a vraiment des revendications, le consommateur français, en matière d'anti-gaspillage. Juste, sur ces produits sans, vous avez l'impression qu'on en fait plus que les autres ou que finalement on est dans un rattrapage? Parce que dans l'imaginaire collectif, on a l'impression que c'est très anglo-saxon, le sans. Il suffit de se balader dans les rayons aux États-Unis, par exemple, c'est frappant. On rattrape la moyenne ou on prend de l'avance sur la moyenne? Non, je crois qu'on prend de l'avance sur la moyenne, c'est-à-dire qu'on réagit, on réagit au consommateur qui, lui, est véritablement sensible à ça. Parfait, ça c'était pour la deuxième contribution, c'était les stratégies d'offres, l'innovation produit. Troisième volet, et c'est une nouveauté pour cette année, on va s'intéresser aux évolutions en restauration. Bernard Boutboul, qui dirige le GIRA, a regardé ce qui se fait au niveau restauration globalement dans le monde. Qu'est-ce qu'on doit en savoir, Bernard? C'est parti. Alors la restauration est en forte mutation, on le dit souvent, mais je vais reprendre le mot de Nicolas Transo tout à l'heure. Nous sommes véritablement sur une transition. Je crois que le mot est plus juste. Une transition entre deux modèles. Entre deux modèles de consommation, et on va en parler du consommateur, et deux modèles de façon de faire de la restauration. Alors, quelques chiffres, je ne vais pas tous vous les commenter, mais ces chiffres nous montrent quoi? C'est que sur les 8 pays étudiés, la première conclusion, c'est qu'il y a plusieurs façons de se nourrir, plusieurs durées de repas, plusieurs heures de repas. Il n'y a pas de restauration mondiale ou de façon de se nourrir au niveau mondial. Prenons un exemple. Les Espagnols, par exemple, dépensent quasiment pareil à chaque repas hors domicile que les Russes, sauf qu'ils dépensent dans une année 10 fois plus que les Russes. Que pourrait-on prendre comme exemple? Les Émirats et les Allemands dépensent près de 2 fois ce que dépensent les Canadiens et les Chinois. Et les Français, quant à eux, sortent encore assez peu hors domicile, je dis bien assez peu hors domicile, alors que leur dépense moyenne est 30% au-dessous de celle des Allemands et 35% au-dessus de celle des Canadiens. Donc leur dépense moyenne par repas, on est bien d'accord. Les Français prennent, si on polarise juste une seconde sur eux, prennent 1 repas sur 7 à l'extérieur de leur domicile. Les Américains et les Canadiens prennent 1 repas sur 2 à l'extérieur de leur domicile. Je m'amuse toujours à dire que quand une mère de famille canadienne dit à ses enfants « à table », tout le monde saute dans la voiture.
effectivement, il y a un monde, à part l'Atlantique, entre les deux pays. Bref, si le rythme des repas hors domicile, le temps de prise alimentaire et la dépense moyenne diffèrent dans chacun des pays, ce qui les unit, c'est effectivement bien le goût, le vrai et le sens. L'ensemble de la planète est en train de se rejoindre autour de ces 3 maîtres mots. Et il faut savoir aussi que pendant ce temps, c'est le consommateur aujourd'hui qui a pris la main. Et en fin de compte, nous sommes dans un marketing de la demande alors que nous étions dans un marketing de l'offre. Alors, rentrons dans le détail, effectivement, du goût. Alors, le goût, c'est quoi ? C'est d'abord la premiumisation. Alors, ça veut dire quoi, la premiumisation dans la restauration ? Eh bien, c'est que nous avons affaire à des restaurateurs qui achètent des produits bruts de meilleure qualité en les achetant moins cher. C'est une équation nouvelle dans la restauration. Comment font-ils ? Eh bien, ils vont directement chez le producteur, chez l'éleveur, chez le fabricant, en créant même pour certains leur propre circuit d'approvisionnement. Or, c'est le cas, entre autres, du groupe Big Mama que vous connaissez très certainement, mais il y en a bien d'autres à travers la France, à travers l'Europe et dans le monde, qui n'ont plus qu'un seul fournisseur, ils en ont 18 ou 22. La premiumisation, c'est aussi augmenter le plaisir du goût tout en simplifiant, en décodifiant la gastronomie. Alors, pardon, j'ai été un tout petit peu vite. C'est le grand retour du goût, c'est en décodifiant la gastronomie. Ça veut dire quoi concrètement ? On a une vague bistronomique sur la planète qui consiste à avoir des cartes beaucoup plus courtes qu'avant, voire très très courtes en très forte rotation, et une préférence pour une stratégie locavore chez chacun d'entre eux. Donc la duplication à l'identique ou des produits qui viennent de l'autre côté de la planète commence à se réduire considérablement. Le deuxième bloc au niveau du goût, c'est qu'il y a une grande tendance mondiale de vivre et découvrir de nouvelles expériences culinaires dans la restauration. Vivre et découvrir de nouvelles tendances culinaires dans la restauration. Et on a 4 cuisines qu'on a vues sur la planète se développer depuis quelques années, au grand bonheur des consommateurs qui adorent. Dans le désordre, il n'y a pas une meilleure et une moins bonne. Vous avez toute l'Amérique du Sud, avec les Philippines et le Pérou, par exemple. Vous avez la cuisine israélienne, dont on a parlé précédemment. On a tout le pourtour méditerranéen, je dis bien tout le pourtour, de la Grèce au Liban, en passant par l'Afrique du Nord et bien évidemment aussi la France. Et la 4e vague, c'est ce que j'appellerais l'Asie élargie. On a connu la cuisine chinoise jusqu'à présent, et depuis très longtemps, et ça y est, on rentre dans la cuisine thaïlandaise, la cuisine vietnamienne, on commence à faire des focus sur des spécialités. Le 3e élément, c'est que la restauration se magnifie et se simplifie. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? C'est que on voit à travers la planète, et particulièrement en France qui a été précurseur, une réinterprétation des grands classiques de la tradition. Alors ici, on a de la blanquette de veau, du petit salé aux lentilles, du pot-au-feu. Ce sont des exemples parmi tant d'autres. Il y a des réinterprétations qui se font par des grands chefs à travers la planète. Mais vous remarquerez que c'est une réinterprétation de produits de terroir français. La simplification et le magnifier, c'est aussi une triple attente des consommateurs dans la restauration. Triple attente simultanée. Il veut moins de plats qu'il consomme son repas. C'est ce qu'on appelle la déstructuration des repas. Aujourd'hui, la structure entrée, plat, dessert ne pèse plus que 14% des repas pris dans la restauration. Ça veut dire que 86% des repas sont structurés entrée, plat ou plat, dessert. La France, par exemple, est 3 fois plus plat-dessert que la moyenne mondiale. Les anglo-saxons sont beaucoup plus entrée-plat que plat-dessert. Nous voulons terminer par du sucré en France, d'où par exemple le grand succès du café gourmand. La deuxième attente des consommateurs, c'est qu'il veut moins de quantité dans l'assiette. Et je pense qu'il faut qu'on s'habitue à dire aussi moins de quantité dans le contenant. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans la restauration, l'assiette est en train de disparaître au profit de contenants. On a des cocottes, on a des poêlons, on a de nombreux contenants qui arrivent, qui magnifient un peu le produit, qui l'embellissent et qui, au grand bonheur du consommateur, mettent en valeur le produit. Et évidemment, la troisième attente, c'est de meilleure qualité, mais ça, c'est une évidence. Pour aujourd'hui le consommateur qui n'attend pas une descente des prix et une descente de la qualité, il attend une montée de la qualité qu'il est prêt à payer justement. Et ça, nos études nous le révèlent, il est prêt à le payer. Pas beaucoup plus, il est prêt à le payer.
Passons maintenant au vrai. Alors le vrai, c'est quelque chose qui s'est imposé à cause ou grâce à 3 phénomènes. Le premier phénomène, c'est qu'on a un consommateur qui a perdu un peu confiance à la suite des crises alimentaires successives de ces dernières années. Enfin, quand je dis dernières années, il ne faut pas quand même oublier que la crise de la vache folle, c'est 1996, hein, il y a un peu plus de 20 ans. Bref, il fallait lui redonner confiance. Alors comment on lui redonne confiance? Eh bien, regardez ce qui s'est passé depuis de quelques années et encore plus récemment. Les cuisines se sont ouvertes totalement aux consommateurs. Le consommateur a voulu voir quoi? Qu'il y avait réellement des hommes et des femmes qui fabriquaient, qui mijotaient, qui faisaient vraiment de la cuisine sur place. La deuxième chose, c'est que le consommateur a voulu savoir en plus de voir. Et c'est là où on a parlé de transparence. C'est-à-dire qu'il a fallu parler au consommateur de quoi? De son produit, de ses fournisseurs, de la façon de cuisiner. Bref, on voit de plus en plus d'établissements qui parlent. Alors regardez sur la droite, vous ne le voyez pas très bien, il y a un acteur qui a carrément monté un mur philosophique. Qu'est-ce qu'un mur philosophique dans un restaurant? C'est la tête de l'agriculteur, la tête de l'éleveur, la tête du spécialiste du fromage, etc., en disant « mes fournisseurs, c'est eux, et je les ai choisis parce que ». Et là, le consommateur adore ce genre de dialogue, parce que c'est un dialogue, lui, il repose des questions sur le produit. Mais le premier phénomène, qui date déjà depuis plus de 20 ans, j'en ai parlé, c'est la crise de la vache folle, qui a entraîné toute cette vague de traçabilité. Alors c'est clair que ce premier phénomène de la traçabilité, aujourd'hui, on a évalué qu'il y avait à peu près 90% des restaurateurs qui tracent, et heureusement. Bref, le consommateur veut savoir, mais vraiment de manière très précise, ce qu'on lui met dans son assiette, dans son bol, dans sa cocotte, mais également dans son sandwich et dans sa salade. Bref, il veut savoir ce que l'on a mis dans ce qu'il va manger. Et puis ceci, c'est le deuxième phénomène qui n'est pas des moindres. Dans le vrai, on s'aperçoit que dans cette vague de vrai, les chefs ont décidé de s'engager. Ça veut dire quoi? Ils ont décidé de descendre dans l'arène et de se lancer dans la gastronomie via des concepts de street food, de la restauration rapide. Alors, là, je vous cite que 3 exemples, mais il y en a bien d'autres, hein, et ce sont des stars de la gastronomie. Deli Pick, qui est un concept monté par Anne-Sophie Pick, qui vend des verrines avec des plats, des entrées et des desserts, en restauration rapide, qui vient de rentrer justement à Paris il y a quelques jours, au Beau Passage dans le 7e arrondissement. La particularité, c'est qu'on est en restauration rapide et on est sur des niveaux de tickets moyens de 28 € TTC, boissons comprises. Mais ce type de concept, on les voit également en Californie, où on a des concepts à 20-25 $ en restauration rapide. Ce qui veut dire qu'on a une montée en gamme à des niveaux qu'on n'avait pas imaginés. On était resté avec le fast-food malbouffe, et là, on monte dans des niveaux justement avec des chefs qui s'engagent. Alors Thierry Marx, pareil, une autre façon de faire de la boulangerie. Il magnifie le produit, il l'éclaire, il dit que le pain est un aliment important, il le montre, il le fait d'une autre manière. Et puis vous avez aussi Guy Martin avec son concept Mew. Alors quand je dis boulangerie, Thierry Marx, il ne vend pas que du pain, il fait aussi de la restauration, du salé, du sucré. Et Mew Guy Martin, c'est exactement pareil, il est rentré dans les aéroports avec ce concept de snacking très très haut de gamme, très cher, mais avec des produits de très très haut niveau qui sont faits dans ses cuisines. Ce n'est pas une signature de plat, c'est lui qui fabrique ses produits. Anne-Sophie Pick fabrique ses produits dans son laboratoire à Valence. Et Thierry Marx, c'est son MOF, Joël Defive, meilleur ouvrier de France boulangerie, qui fabrique toute la boulangerie de ces boulangeries, puisqu'il en a aujourd'hui plus d'une. La troisième vague dans le vrai, c'est le healthy. On en a parlé récemment, mais dans la restauration, il y a un problème avec le healthy, c'est que tant que le healthy était triste, il n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que le healthy triste? C'est un healthy privatif et réducteur. Et là, le consommateur n'en a pas voulu. En France, n'en a pas voulu. En Californie, aux États-Unis, n'en a pas voulu. En Asie, il n'en a voulu nulle part. Pourquoi? Parce que tout ce qui est triste, privatif et réducteur ne lui procure pas le maître mot dont on a parlé tout à l'heure, qui est le plaisir. Alors dès lors que le healthy est devenu gourmand, appelons-le comme ça, eh bien là, il a commencé à décoller. C'est quoi le healthy gourmand? C'est me faire du bien à mon corps, tout en me faisant plaisir.
Et c'est ça que le consommateur ne voulait pas au niveau planétaire, c'est me faire du bien à mon corps sans me procurer de plaisir. Et c'était le paradoxe qu'il fallait résoudre. Et les 3 zones de healthy gourmand sur la planète sont, encore une fois, dans le désordre. Ce sont eux qui ont démarré. C'est le Canada, nord États-Unis, l'ouest des États-Unis avec la Californie, et le nord de l'Europe avec la Suède et le Danemark, pour ne citer que ces 2 pays. Alors voilà, évidemment, ce qu'on peut voir comme healthy gourmand, ce qui n'a rien à voir avec les plats tristes qu'on pouvait trouver il y a encore quelques années. Et enfin, le 3e, c'est le sens. Rapidement, Bernard, parce que Janina me montre son timer, on est à 12 minutes. Il n'y a pas de souci, on va arriver sur le sens. Alors le sens, c'est évidemment le grand retour aux sources du restaurant. C'est revenir à des évidences de bon sens, mais c'est aussi en allant vers des paradoxes. Et vous allez voir où est le paradoxe qui pose un problème dans la restauration. Le sens, c'est 5 grands leviers. Très rapidement, le premier levier, c'est le partage. Et il a du sens puisqu'il contribue au moment de convivialité et de plaisir qu'est un repas. Donc ça me paraissait évident que le partage en fasse partie. Le retour de l'auberge. Alors ça veut dire quoi, le retour de l'auberge? C'est revenir aux fondamentaux du restaurant et regarder comme par hasard ce qu'était une auberge par rapport à ce que fait la gastronomie, des lieux de plus en plus petits, faits maison authentiques, un menu pour tous. Il y avait une seule entrée, un seul plat, un seul dessert à l'auberge, les cartes courtes de ceux qui font de la bistronomie, et c'est chaleureux, détente, bienveillant, il y a du service. Et on revient enfin aux fondamentaux de la restauration sur tous les pays de la planète qui veulent aujourd'hui de la proximité, de la bienveillance, du service et du fait maison authentique. Le 3e levier, c'est le levier alimentation et santé. Alors c'est là où on a un paradoxe dans la restauration qu'on ne trouve pas d'ailleurs dans le hors domicile, c'est qu'évidemment le consommateur a pris conscience de la relation qu'il y avait entre son alimentation et sa santé. C'est une évidence. Mais c'est justement sur cet aspect qu'il y a un paradoxe, parce que nous avons découvert sur beaucoup de pays que nous avons tous, autant que nous sommes, une double vie alimentaire. Je dis bien alimentaire. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire ce que nous mangeons à la maison, ce que nous achetons dans la grande distribution, dans le commerce de détail, n'a rien à voir avec ce qu'on va chercher sur les cartes de restaurant, sur ce qu'on souhaite consommer. Regardez la France qui est partie sur le healthy food, il n'y a pas de problème. Healthy gourmand, il n'y a pas de problème. Nous sommes en même temps, et c'est là le paradoxe, co-recordman du monde d'absorption de pizza par tête d'habitant avec les Américains. Nous avons inventé la pizza aux 4 fromages, les Italiens sont comme ça devant nous, sans parler de la crème qu'on met dans la carbonara, là ils sont outrés, parce que, etc., etc. Le burger qui a été multiplié par 14 en 10 ans sur le territoire français, le café gourmand qui correspond à 2 repas sur 3 en France, enfin bref. Il y a un paradoxe, mais c'est comme ça, nous avons une double vie alimentaire. Et enfin, au niveau du sens, tout à l'heure, je vous disais qu'on est sur un retour aux sources. On est sur des concepts hybrides qui sont en train de déferler sur la planète. Plusieurs commerces dans le même espace, plusieurs façons de consommer dans le même local, plusieurs modes de distribution à la disposition des clients. Les consommateurs veulent voir, acheter et consommer les produits à tous leurs stades, bruts, semi-finis, finis, à consommer sur place ou ailleurs. Là, je vous ai montré 2 exemples parmi tant d'autres. Italie, évidemment, qui a 26 points de vente dans le monde, dont celui de Rome, que je vous conseille un jour d'aller voir, qui fait 19 000 m². Et le fameux Time Out Market à Lisbonne, que je vous conseille également d'aller voir, qui est en fin de compte une déviation du food court inventé il y a 40 ans par les Canadiens, qui est qu'au lieu d'avoir des chaînes de restaurants autour de cette énorme place pour manger, ce sont des chefs, ce sont des mofs, ce sont des artisans, ce sont des éleveurs qui viennent effectivement amener leurs produits. Et de nombreux food halls, évidemment, dans le monde. Et la dernière phase, effectivement, du sens, c'est le resto à la maison. Alors oui, le consommateur ira de moins en moins au produit, ce sera le produit qui ira à lui, ça c'est évident, ça se sent. C'est le cas de la livraison à la maison ou au bureau, Deliveroo, Uber Eats, Just Eat. Mais si certains pays sont très avancés comme les pays anglo-saxons, d'autres comme la France, on note un démarrage plutôt lent. En fait, ce que nous avons remarqué, c'est que la génération Z, c'est elle qui va déclencher la grande vague de la livraison parce qu'elle va vouloir, dans une dizaine d'années, parce qu'ils seront actifs entre 5 et 10 ans, ce qu'ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent.
Et Amazon est en train effectivement de monter progressivement de quoi répondre à leurs demandes. Donc ça, c'était pour l'approche mondiale. Là aussi, Focus France, qu'est-ce qu'on doit savoir? Alors la France a 3 particularités, c'est qu'elle est très en tête au niveau de l'innovation et elle est devenue un laboratoire d'innovation et de tendance au niveau mondial. Le deuxième bloc pour la France, c'est un LC de plus en plus gourmand qui est très très gourmand. Alors on a parlé tout à l'heure des Pokéballs, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres produits aujourd'hui qui sont en train d'arriver dans les restaurants qui sont du LC très très gourmand. Et puis la troisième vague qui est très regardée par le monde entier en France, c'est que la gastronomie est partout. Ça veut dire quoi? Ça recoupe à ce que je vous disais tout à l'heure, quand des grands chefs, des grandes stars de la gastronomie se mettent à faire des sandwichs, des pâtes, des salades, des quiches, etc., ça veut dire qu'en fin de compte, la gastronomie doit être partout. La gastronomie doit être partout, c'est que dans tous les produits, que ce soit en restauration rapide ou en service à table, la gastronomie doit être présente. Merci Bernard. Et puis il y a cette idée de double vie alimentaire, je me sens tout à fait déculpabilisé. Visiblement, on est tous pareils et c'est quand même assez rassurant. Quelques chiffres malgré tout, juste pour que vous les reteniez. Il y a cette idée qu'on est quand même encore très loin en France de la restauration, de la consommation en restauration comparée à d'autres pays du monde. Et je vous rappelle, Bernard l'a dit, un repas sur 7, c'est 1 sur 2. Donc bien sûr, on savait qu'on était moins à l'extérieur que d'autres, mais là quand même, la proportion, ça vaut le coup de la rappeler. Et puis ce deuxième chiffre, le fameux 28 € des produits d'Anne-Sophie Pic qui prouve bien qu'on peut conjuguer gastronomie et puis restauration rapide à un niveau quand même très élevé, parce que 28 € pour la restauration rapide, ça envoie quand même. Nicolas, ça c'était ma conclusion plus symbolique par 2 chiffres, de manière beaucoup plus fondamentale. Qu'est-ce qu'on doit retirer de ces 3 études, dont, encore une fois, pour la première édition, un volet restauration qui, finalement, vient conforter le volet comportemental et le volet innovation? Eh bien déjà, le micro est allumé. Oui, j'ai envie de dire quelle richesse. Hein. On a entendu tellement d'informations et je crois que ça montre à quel point le fait de faire cette étude croisée, offre, demande, restauration, etc., prend tout son sens. Et on comprend aussi qu'il est assez castrateur de demander à nos experts de faire tout ça en 12 minutes. Donc je les en remercie et je remercie aussi toute l'équipe qui a orchestré cette étude. Maintenant, notre challenge à nous, maintenant, c'est de mettre toute cette information dans un bocal, d'agiter. Et voilà, ça fera Ciel Paris dans quelques semaines. Et notre challenge, c'est de partager, évidemment, avec l'ensemble de la filière, toutes ces informations pour guider, justement, la production et les inventions de demain. Donc cette trilogie... le goût, le vrai, le sens, elle est vraiment très très forte et très porteur. Je ne vais pas tout redérouler, je voulais juste peut-être revenir sur 3 points qui, moi, m'ont particulièrement marqué dans cette préparation pour l'édition 2018. Le premier point, c'est évidemment la convergence, la cohérence. Je pense qu'on a vraiment vu à travers ces 3 études qu'il y a une très très grande cohérence au niveau des attentes, quel que soit le circuit de distribution. Il y a aussi une grande cohérence, et encore plus surprenant à mon sens, au niveau des attentes mondiales, puisque finalement, qu'on soit dans des pays matures en termes de consommation ou qu'on soit dans des pays émergents, et bien cette même attente est là pour du goût, du vrai, du sens. Et ça, c'est quand même vraiment le fait de la mondialisation et l'accélération et le fait qu'aujourd'hui, les tendances sont vraiment transfrontalières. Donc le premier point, c'est la convergence. Le deuxième, c'est pour rebondir sur Pascal, elle parlait de lame de fond, moi je parlais de virage, de transition. Donc je pense aussi que là, on a vu tellement d'exemples qui prouvent qu'on est vraiment dans ce virage. Ce n'est pas simplement un discours bien pensant, ce n'est pas simplement du greenwashing à bon compte. Hein. On est vraiment dans les actes. Et à l'heure des réseaux sociaux, chacun doit vraiment faire la preuve de cet engagement et de ses actions. Donc l'engagement est quelque chose... cette dimension de lame de fond est vraiment absolument importante. Le dernier élément qui me semble très fondamental, c'est l'engagement. On a dit que l'engagement, il est évidemment porté par le consommateur au départ, mais il est également largement relayé par tous. Donc il est relayé aujourd'hui par le politique. Si on voit ici en France, on pourra parler États généraux de l'alimentation ou comité stratégique de filière. On est aussi sur un engagement des grands groupes. Chaque grand groupe a aujourd'hui sa stratégie, à l'instar d'un Danone là, qui offrait vendredi sa journée de chiffre d'affaires pour soutenir l'agriculture raisonnable, à l'instar de Nestlé qui fait ses journées portes ouvertes ou les usines à ciel ouvert, mais aussi à l'instar de toutes les TPE, PME qui sont plus peut-être dans le faire que dans le faire savoir, mais qui ont chacun pris beaucoup d'engagement et qui communiquent de plus en plus sur ces initiatives et ce discours devient absolument audible. On a également à souligner tout le travail des startups, de la foodtech. La foodtech aujourd'hui explose et on peut être assez fier de la foodtech française parce qu'elle est extrêmement dynamique sur la scène mondiale. Et c'est la foodtech qui permet justement de travailler de manière sérieuse sur les solutions qui viendront
évidemment révolutionner les modèles de production, etc. de demain. Donc ça, ce sont vraiment des éléments très importants aujourd'hui voilà, qui vont marquer effectivement et incarner la transition dans le ciel. Et avant d'ouvrir à la question, ou aux questions bien évidemment, un petit mot juste sur les petites affiches jaunes que l'on voit, parce qu'elles n'ont pas été mises là par hasard. Alors non, tout à fait, vous avez pu les découvrir peut-être en arrivant. Beaucoup d'échanges, beaucoup de personnes, mais finalement la star du salon, ça reste les produits. Les produits, c'est 400 000 produits, c'est l'innovation, c'est Xavier qui nous en a parlé, c'est 2500 produits qui sont passés à la moulinette. Donc pour aider à décrypter, pour aider à communiquer autour de ces changements, on a toujours nos grands prix. Et donc vous allez découvrir un petit peu rapidement en images ces grands prix, sans y passer trop de temps aujourd'hui parce que l'heure a déjà bien tourné. On a un jury qui a été présidé par Yannick Aleno cette année. On a plus de 800 produits qui ont été sélectionnés. Et au niveau des grands prix, vous allez retrouver les ingrédients stars dont Xavier nous parlait tout à l'heure. On a parlé d'ingrédients qui incarnent le goût, la santé. On a parlé du gingembre, du safran. On a parlé de l'ail noir, par exemple. On a aussi vraiment pu constater à travers l'innovation la déferlante continue du végétal et des légumineuses en particulier. C'était un virage qui avait été largement amorcé dès 2016. Et on va aussi découvrir à travers toute l'offre produit une manière de consommer de manière plus responsable pour chacun. Donc beaucoup d'angles, beaucoup de produits qui vont illustrer cette transition. Et donc vous allez retrouver donc effectivement à gauche, à droite un petit peu de présentation, mais surtout vous aurez dans vos clés USB évidemment l'intégralité des présentations, des fiches techniques pour vous aider à vous repérer. Donc le plus important après, ce sera de se retrouver sur Cial Paris. C'est dans à peine 3 semaines, donc on y est presque. Et sur Cial Paris, on aura le 22 octobre, donc le lundi, la révélation vraiment des grands prix or, argent, bronze. Donc rendez-vous sur le salon et on aura évidemment hâte de partager avec tous toute cette transition alimentaire.